Merci de nous rejoindre donc pour le rendez-vous politique de la rédaction. Un débat cette semaine avec deux invités. Marie-Pierre Védrenne, députée européenne, conseillère régionale et coordinatrice régionale du MoDem. En face de vous, Tristan Lahaye, député Nouveau Front Populaire d'Ille-et-Vilaine et membre de Génération S. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. On va d'abord évidemment revenir sur l'image de la semaine, la passation de pouvoir entre Michel Barnier et François Bayrou, qui devient donc le nouveau Premier ministre. Son nom a circulé depuis plusieurs jours. Voici tout de suite ses toutes premières déclarations. Je sais que les chances de difficulté sont beaucoup plus importantes que les chances de succès. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement, puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes. Je sais tout ça. Je pense qu'il faut essayer. Et je pense que si on essaie, peut-être pourra-t-on trouver un chemin inédit. Et ce chemin, en tout cas, je sais de quoi il est marqué. Il est marqué de la volonté de réconciliation. Alors est-ce la personnalité indiquée pour assurer un peu de stabilité politique à notre pays? Vous allez nous dire tout cela dans quelques instants. En tout cas, c'est un homme politique expérimenté qui arrive à Matignon, un allié historique du chef de l'État. Voici son portrait signé Caroline Legenter. François Bayrou a longtemps attendu son heure. Aujourd'hui, elle est enfin arrivée. Il devient Premier ministre à 73 ans. Le Béarnais, maire de Pau, n'a jamais vraiment quitté sa terre natale, un ancrage local dont il tire avantage au niveau national. Ce professeur agrégé de lettres classiques passe 4 ans au ministère de l'Éducation. Il se présente 3 fois à la présidentielle. Il faut un troisième homme. Avec cette séquence d'une gifle donnée à un enfant qui, dit-il, lui faisait les poches. Et en 2007, quand il atteint les 18% au premier tour. Je suis candidat à la présidence de la République. Enfin, en 2012, éliminé, il appelle à voter pour François Hollande contre Nicolas Sarkozy. 5 ans plus tard, il accepte de s'effacer pour soutenir Emmanuel Macron. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. François Bayrou est alors nommé garde des Sceaux, un passage éclair d'1 mois, place Vendôme. Lui qui a toujours plaidé pour la moralisation de la vie publique est poursuivi dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Il est finalement relaxé. Pour moi, évidemment, c'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever. Nommé haut commissaire au plan chargé de réfléchir à la France d'après-Covid, François Bayrou a toujours l'oreille du président. C'est du citron bouillant avec du miel. Et voici comment il se définit. Non, pour l'énergie. Je suis Gémeaux ascendant Balance. Ce qui fait comme une complexité, n'est-ce pas? Centriste, quoi. Non, central. Mais saura-t-il débloquer la situation? Selon ses partisans, il serait le seul capable d'obtenir un accord de non-censure. François Bayrou, c'est un peu le portrait robot de personnalité capable de rassembler les Français à gauche, à droite, et de proposer une vision pour le pays. À défaut de l'Élysée, c'est aujourd'hui à Matignon que François Bayrou espère s'imposer comme l'homme de la situation. Alors, François Bayrou arrive à Matignon. Bon, je vais commencer avec vous, Marie-Pierre Védrenne. Je crois connaître votre réponse. Est-ce un bon choix? Oui, je pense que c'est un bon choix. Parce que vous l'avez dit dans votre reportage, c'est un homme politique expérimenté. C'est un homme politique de terrain qui a eu des expériences effectivement d'État, mais qui a été et qui est toujours maire aussi. Donc ancré dans son pays, à l'écoute. Moi, c'est ce que j'ai pu constater justement en le fréquentant au quotidien. C'est un homme qui a envie de trouver des solutions, d'apporter aux réponses à la fois pour notre pays, à la fois pour l'Europe, dans des grands moments de bouleversement. Donc oui, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Il se dit qu'il a aussi beaucoup de caractère de sanglier pour un Béarnais. Il paraît même qu'il a un peu tordu le bras à Emmanuel Macron là, dans les dernières heures avant sa nomination, parce qu'il était reçu le vendredi matin à l'Élysée. Apparemment, selon les Échos, on lui aurait signifié qu'il n'était finalement pas Premier ministre et il aurait dealé sa nomination. Effectivement, c'est un homme de caractère. Mais en quoi c'est mal d'avoir du caractère? Non, mais il a dit à Emmanuel Macron, tu ne me nommes pas Premier ministre, je sors de la majorité.
C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de répondre aux attentes et aux aspirations des Français et créer d'une stabilité politique. Parce que c'est aussi ce qui est demandé de la part de nos partenaires européens. Quand est-ce que vous allez avoir une stabilité politique pour mener des réformes qui sont nécessaires pour vous, mais aussi pour toute l'Union européenne? Donc moi, je crois que justement, par son expérience, par son caractère, par sa détermination, avoir un homme au Matignon fort, capable de dire les choses au président de la République avec cette nécessité d'écouter les Français, c'est positif. Tristan Lahaye, bon, toute la semaine, la gauche a réclamé un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. C'est quoi là ce week-end? C'est un peu de la résignation, de la colère? Ou un peu, mais je ne veux pas donner le sentiment qu'on soit dans le caprice. En revanche, vous avez parlé de stabilité politique. Moi, je crois qu'elle est indissociable du respect de la démocratie. Et je crains d'ailleurs que les mêmes causes ne reproduisent les mêmes effets. C'est-à-dire qu'à ne pas respecter le suffrage des Françaises et des Français, on ne crée finalement les conditions de l'instabilité. Ils veulent de la stabilité aujourd'hui, les Français, non? Je ne sais pas, vous avez ça dans le marc de café? Non, mais quand j'écoute autour de moi, ils en ont marre de cette instabilité. Bien sûr qu'il y a une volonté de stabilité pour conduire des réformes, mais encore faudrait-il savoir lesquelles. Et à propos, on feint de croire qu'il y aurait finalement 3 blocs à équidistance les uns des autres, d'égales proportions. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que le suffrage universel a donné une préférence à la gauche. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons effectivement le respect du résultat du suffrage. Et nous sommes prêts au compromis, mais à condition qu'on respecte un minimum de méthode. Et je crois que c'est ce dont on souffre beaucoup aujourd'hui. On va en parler. Une autre réaction, celle du Rassemblement national, non convié aux discussions organisées par l'Élysée toute cette semaine. En fin de semaine avait lieu également dans notre région le débat sur le prochain budget au Conseil régional. On en a profité justement pour interroger le député européen et conseiller régional Gilles Penel. Il n'a pas un a priori défavorable sur le nouveau locataire de Matignon. On l'écoute. Moi, je note une seule chose, c'est que François Bayrou, à la différence de bien des hommes politiques ou des femmes politiques, semble respecter les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. C'est déjà une chose que nous reconnaissons. Après, nous allons le juger à sa politique. Nous, on n'a pas d'a priori, on n'a pas dit qu'on va voter une motion de censure tout de suite. On va attendre sa feuille de route. Que va-t-il proposer aux Français? Nous, bien évidemment, on ne supportera pas des augmentations d'impôts. On veut aussi une politique qui lutte contre l'immigration, rétablissement de la sécurité. Et puis, on jugera sur pièce. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à faire des compromis? Mais écoutez, je pense que la politique, c'est aussi des compromis. Nous, on va attendre M. Bayrou sur ses propositions. Ce qui sera bon pour les Français sera soutenu par le Rassemblement national. On rappelle que François Bayrou, au nom de la démocratie, avait donné son parrainage à Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. Il a aussi exprimé ces derniers mois des réserves sur la sévérité des réquisitions dans le procès des attachés parlementaires européens qui visent la députée Rassemblement national. Bon, une relative neutralité là pour l'instant du Rassemblement national. Toujours bon à prendre, non, pour ces prochaines semaines? Non, je pense que c'est pas ça. Pour moi, en tout cas, c'est pas ça le sujet. C'est effectivement comment on répond aux aspirations des Françaises et des Français, comment on répond aux défis auxquels on est confronté. C'est le RN qui a appuyé sur le bouton de la censure pour faire tomber Michel Barnier. Et je suis tout à fait d'accord. Par contre, que justement, c'est pour ça que pour moi, par exemple, dans la séquence, il était important que le Rassemblement national ne soit pas à la table des négociations. Parce que je pense qu'effectivement, ceux qui ont fait tomber Michel Barnier, c'est notamment le Rassemblement national. C'est pas que le Rassemblement national. Donc, pour moi, il était important qu'il n'y ait pas d'échange. Il ne s'agit pas de dire, par contre, qu'on ne respecte pas la décision des électeurs, mais il s'agit effectivement d'être très clair maintenant sur ce qu'on veut faire ensemble. Donc, moi, je suis plutôt heureuse d'entendre que de part et d'autre, il n'y a pas des volontés de censure a priori, parce qu'effectivement, maintenant, on doit un petit peu travailler comme dans la logique dans laquelle on travaille au Parlement européen. Moi, je travaille avec la gauche, je travaille avec la droite au Parlement européen, mais on se met d'accord ensemble sur des points de positionnement en commun. Vous allez juger sur pièce François Bayrou, notamment dans la constitution de son futur gouvernement. Il y a un casting que vous allez suivre de près. Je pense qu'établir les uns les autres des lignes rouges ou des règles comme ça, si elles ne sont pas adossées à des principes, ça n'a pas trop de sens. Moi, les deux principes qui guident, je dirais, mon action politique aujourd'hui, c'est le respect des deux messages envoyés par les électrices et électeurs en juin et juillet dernier. Quels sont-ils? Un, la demande de changement politique exprimée largement. J'ai un doute
sur le fait que Bayrou, qui a été soutien depuis 7 ans du président de la République, soit l'incarnation de ce changement politique. Et il pourrait faire venir des personnalités de gauche dans son gouvernement. On a dit, d'ailleurs, moi je fais partie du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale, et on a dit qu'on jugerait sur pièce sur un certain nombre de choses, et notamment la question de la répartition de la richesse, de la lutte contre la précarité et l'augmentation des salaires, la question de la transition écologique et des méthodes de gouvernement ou de direction du gouvernement un peu différentes, et notamment la question du 49.3. Et la deuxième leçon, je m'attarde là-dessus 2 secondes, c'est quand même la leçon exprimée par 2/3 des Français, effectivement, de faire barrage au Rassemblement national. Et donc, moi, c'est pas parce que un tel ou un tel a décidé que les uns et les autres ne devaient pas être autour de la table. C'est simplement les Français nous ont demandé à ce qu'ils ne rentrent pas au gouvernement. Et donc, je demande à ce que... Moi, je n'ai pas de ligne rouge de casting particulier, sinon le respect du scrutin des Françaises et des Français, et donc l'exclusion du RN, effectivement, de... Alors justement, sur la table cette semaine, avant la nomination de François Bayrou, il y avait une sorte de deal. Pour le chef de l'État, pas de dissolution avant 2027. Pour le futur Premier ministre, pas l'utilisation du 49.3. Et pour l'opposition, pas de censure automatique d'une pacte de non-agression. C'est la bonne méthode? C'est le bon deal aujourd'hui? Je pense que la méthode, c'est véritablement de se focaliser sur les politiques publiques qu'on veut mettre en place. Parce qu'effectivement, je rejoins pour le coup ce que disait monsieur, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en place ensemble, là où on se rejoint. Et la méthodologie, elle vient accompagner la décision et les ambitions politiques. Le pacte 49.3, la motion de censure, etc. Là, on est plus sur des questions de tambouille politique. C'est comme ça que le perçoivent aussi les Français et les Françaises. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement qu'on débatte ensemble de la répartition de la richesse et du pouvoir d'achat. Certains nous disent aussi qu'ils veulent débattre des questions écologiques. D'autres nous disent on veut débattre de la sécurité, etc. Donc c'est comment, en termes de politique publique, on se met d'abord ensemble autour de la table, on trouve des points de convergence, on crée ces points de convergence pour y répondre. Mais je pense aussi, et c'est quand vous évoquiez notamment les questions un peu de gouvernance, au-delà justement que vous avez commencé à poser sur la table, moi, un des éléments qui est fondamental pour la famille politique à laquelle j'appartiens, et qui est une réflexion aussi qu'on a portée depuis des années, et je pense qu'il faut absolument mettre en œuvre très rapidement, c'est la question de la proportionnelle et la question justement de la représentativité pour prendre en compte justement ces différentes positions. Ça doit être dans l'agenda là, du futur gouvernement. Clairement. Je ne partage pas cette opinion. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que la loi électorale change fondamentalement l'organisation la Ve République et dans ce qu'elle a de négatif. Pour ma part, je ne suis pas opposé par principe à la proportionnelle, mais je pense d'ailleurs qu'on a un résultat aujourd'hui sans avoir créé le cadre de ce que serait une assemblée proportionnelle. En revanche, pour moi, la vraie question, c'est celle de la Ve République, c'est-à-dire l'hyper-présidentialisation du régime. Et à cet endroit, moi, je fais une distinction assez nette entre motion de censure, qui reste un outil parmi d'autres à la disposition des parlementaires, et le 49.3. Le 49.3, on s'est quand même habitué à ne plus jamais voter un budget dans ce pays. Il n'y a pas une collectivité locale où on accepterait comme ça que par le fait du prince, on puisse voter les budgets les uns après les autres. Et par extension, le 49.3 nous oblige à trouver des compromis. Et de la même manière que la dissolution, qui est un pouvoir présidentiel, aujourd'hui est une brutalité qui aussi fausse le jeu parlementaire. Et enfin, si je continue sur le problème que pose ce pouvoir bicéphale entre le président de la République et l'Assemblée nationale, c'est évidemment que la perspective de l'élection présidentielle d'après empêche le compromis, parce que quiconque pense déjà à la présidentielle se met en fragilité pour la présidentielle de suite. Alors, une première épreuve de feu à venir pour le futur gouvernement. Le budget, budget 2025, regardez le petit dessin que nous a préparé Loïc Schwartz, c'est la tradition dans l'émission. Il va évidemment un casse-tête à venir pour le futur Premier ministre. On va voir le dessin apparaître. Lui, l'agrégé de lettres classiques, il va peut-être falloir se mettre à l'arithmétique. Ça va peut-être être un problème. Marie-Pierre Védrenne, sur la feuille de route de Michel Barnier, il y avait maîtrise des dépenses, mais aussi une hausse des impôts. On sait que dans le bloc central, ça a fait beaucoup débat. Est-ce que là, vous allez mettre aussi des lignes rouges à votre Premier ministre ? Vous savez, je pense que dans ma famille politique, justement, l'expression ligne rouge n'est pas une expression que nous apprécions énormément. Parce que quand vous mettez justement des lignes rouges, mais pour autant, la question de la gestion des dépenses publiques a toujours été aussi un point très important pour nous, parce qu'il s'agit de ne pas laisser des dettes non plus pour le futur. Mais par contre, et j'aime beaucoup ce dessin, parce qu'il le met à l'humour, ces questions comptables, la question comptable de la question de la dette aussi, d'avoir une approche
purement comptable, positive, négative, c'est pas ça. C'est comment justement notre budget, on le construit en termes d'innovation aussi, en termes de dépenses qui créent des futurs éléments positifs. Et c'est ça qui, je pense, anime véritablement François Bayrou. Tristan Lahaye, regardez ce dernier sondage recueilli auprès des Français. 51% des Français ne veulent pas de hausse d'impôts. Est-ce que vous, dans votre budget idéal, il y a une hausse des impôts? Est-ce que ça va être une ligne rouge? Franchement, si on faisait de la politique en faisant l'addition de l'ensemble des sondages qui paraissent sur tel ou tel sujet, je pense qu'on arriverait à des choses complètement ubuesques. Donc, et si vous posez la question à chacun des Français de savoir s'il veut une hausse d'impôts, la plupart des gens vous diront que non. La question n'est pas tellement celle-là. On a eu 62 milliards par an. Enfin, les politiques de réduction d'impôts depuis 2017 font perdre au budget de l'État 62 milliards d'euros par an. On a aujourd'hui un dérapage budgétaire, un déficit public qui est préoccupant. Moi, je suis favorable à ce qu'on ait une action qui permette de retrouver des recettes. Donc, LFI, 60 milliards de recettes dans son projet de budget. C'est exactement ce qu'a supprimé Emmanuel Macron. Donc, vous seriez pour 60 milliards de recettes? Ça dépend sur qui, en fait. Moi, je me suis battu, effectivement, pour qu'on ait la taxe Zuckman pour les 150 milliardaires qui concernent 2% du patrimoine excédentaire d'1 milliard d'euros. Je pense que ça leur laisse une bonne marge pour vivre. De la même manière que la flat tax, elle peut être interrogée, que la baisse de l'impôt sur les sociétés pour celles des sociétés qui font le plus de profit peut être aussi légitimement interrogée. Et enfin, dernière remarque, fallait-il supprimer la taxe d'habitation? Est-ce que c'était vraiment une mesure de justice sociale pour les 20% qui contribuaient le plus au paiement de cette taxe? J'en suis pas certain. Par contre, aujourd'hui, on a un problème de financement de nos services publics. On peut trouver un compromis sur le degré de hausse des impôts, là, aujourd'hui? Mais je pense que pour le coup, le mouvement démocrate au sein de l'Assemblée nationale, sur ces aspects-là de justice sociale fiscale, a tenté toujours d'être en tout cas une force de proposition pour justement trouver des mesures de justice sociale et fiscale. C'est des points où on n'a pas toujours été entendu justement au sein même de notre propre majorité, mais sur lequel on a par exemple mon collègue Jean-Paul Mattei qui a des propositions à faire et sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit plus ferme et plus entendu à l'heure actuelle, parce que oui, en fait, je pense que les Français et les Françaises sont prêts, dans une certaine mesure, à payer des impôts si derrière vous avez des services publics dans les territoires, etc. C'est logique que légitimement... Oui, Michel Barnier, c'était 30 à 40 milliards de recettes. Là, la France Insoumise, c'est 60 milliards. C'est pas le même gap, quand même. D'abord, je ne suis pas France Insoumise. Non, mais je parle... Si vous voulez parler avec la France Insoumise, invitez-le sur le plateau. Mais au demeurant, d'ailleurs, c'est l'ensemble du Front Populaire qui demandait effectivement à ce qu'on ait un effort qui soit demandé aux plus aisés. En revanche, juste une remarque, vous ne pouvez pas vous revendiquer de la majorité, ou alors vous vous autoproclamez majoritaire, mais les Français ne vous ont pas désigné. Je parlais de la majorité dans le temps passé, quand nous étions majorité. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Avant les dernières élections. Je ne parle pas maintenant, effectivement, il n'y a pas de... De toute façon, il n'y a personne qui a la majorité. Il y a des gens qui sont devant les autres, si vous voulez. Oui, mais alors, vous-même, vous l'avez dit, ceux qui ont gagné pour le coup, c'est-à-dire c'est le Front républicain. Comme certaines personnes ont été élues par rapport à la question de la mise en place du Front républicain. Mais je suis d'accord avec vous. Une coalition qui est plus forte que les autres. Je suis d'accord que, par exemple, à la nomination de Michel Barnier, pour ma part, j'aurais préféré que ce soit un Premier ministre de gauche. Oui, pour tenir compte du résultat de la démocratie, parce que je suis une démocrate. Je pense que François Bayrou, pour les mêmes raisons, aurait dû refuser le poste aujourd'hui. Non, moi je pense que... Parce qu'il est démocrate et qu'il faut se plier au résultat du suffrage. Qu'en démocratie, mais dans ces cas-là aussi, la règle d'or, c'est comme le suffrage. Certaines personnes de gauche, quand des propositions sont faites, ne veulent pas, ou même là. Alors, effectivement, vous ne faites pas partie du Parti socialiste, mais moi j'ai vu un communiqué d'Olivier Faure qui dit on ne rentre pas dans le gouvernement. C'est à Olivier Faure qu'il faut poser la question. Vous n'êtes pas apparemment du Parti socialiste. Il a raison. Ça ne veut pas dire censure automatique, mais ça veut dire qu'effectivement, on est dans l'opposition. On arrive dans la dernière partie de l'émission. On va un peu se projeter dans l'avenir, dans les semaines à venir. Il y aura sans doute des conséquences politiques à l'issue de cette semaine et à l'issue de cette nomination de François Bayrou. Conséquences notamment à gauche. Le PS a fait un pas dans la discussion cette semaine. LFI, de son côté, est resté droit dans ses bottes. Compromis égale compromission. C'est en quelque sorte ce qu'a rappelé Jean-Luc Mélenchon lors de son dernier meeting organisé à Redon lundi dernier. Regardez ce reportage de Valérie Chopin. Ils sont venus en nombre écouter celui qui refuse d'aller discuter à l'Élysée. Contrairement aux autres membres du NFP qui ont répondu aux invitations d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon signe et persiste. Selon lui, le nouveau Front populaire ne doit pas faire de compromis. On a un programme, c'est le programme du nouveau Front populaire.
Qu'est-ce qu'on va aller discuter? Sur les terres de la députée insoumise Mathilde Dignet, le leader de LFI défend sa position. Des motions de censure, son groupe en déposera si besoin à chaque 49.3, une intransigeance qui séduit les 600 sympathisants réunis. Il est évident que la démarche me convient tout à fait et que dans les périodes difficiles, l'énergie communicative de Jean-Luc Mélenchon est un atout majeur. Ce soir, on a encore démontré que, en tout cas du côté de la France insoumise, il y avait une voix unique, qu'on n'allait pas se désolidariser du nouveau Front populaire, que ceux qui tendaient à le faire n'en feraient plus partie et qu'on reste un bloc soudé. Nul doute, selon ces insoumis, que le NFP ne va pas éclater et qu'Emmanuel Macron doit démissionner. Sa politique a été totalement rejetée avec la censure, donc c'est à lui aujourd'hui d'accepter l'abrogation de la réforme des retraites, d'accepter l'augmentation du SMIC à 1 600 €, l'école gratuite. Le NFP a appuyé sur un programme qui changerait concrètement la vie, qui est soutenable écologiquement, viable économiquement. On l'a prouvé avec notre contre-budget, donc il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre. Tristan Lahaye, on va montrer à l'écran là, les échanges d'amabilité cette semaine entre Olivier Faure, premier secrétaire du PS, et Manuel Bompard, une des personnalités importantes de la France insoumise. Olivier Faure, plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Réponse de Manuel Bompard, plus Olivier Faure parle, moins on le comprend. Ça se fissure là dans le nouveau Front populaire. Je crois d'abord que le nouveau Front populaire appartient à ses électeurs, aux électeurs qui nous ont désignés pour être leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et pour ma part, je crois que, nonobstant ces désaccords-là, il y a toujours un chemin pour... L'élection présidentielle de 2027 va ramener tout le monde dans la même famille. On a intérêt, effectivement, à trouver les voies et moyens d'une candidature commune. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des désaccords. Et moi, j'en ai un majeur, là, stratégique avec les Insoumis, s'agissant de la demande de démission. Non pas que je considère Emmanuel Macron pour un président de la République qui me convienne, mais il a une légitimité, il a été élu pour agir pendant 5 ans. Et puis par ailleurs, c'est aussi par respect de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je ne crois pas, je crois plus à la Ve République. Je ne crois pas qu'il y ait un homme ou une femme providentielle. Pas plus d'ailleurs qu'un Premier ministre providentiel. Je m'intéresse au contenu. Et je considère, et au demeurant, si on avait une élection présidentielle demain matin, il y aurait encore une Assemblée nationale pour au moins septembre-octobre. On parle de l'été, en réalité, on peut dissoudre 10 juillet avec 25 jours pour organiser une élection. Donc la dissolution, c'est plutôt pour septembre-octobre. Il faut qu'on arrive à travailler les uns avec les autres. Mais pour ça, ça demande un peu de méthode, et notamment des engagements sur le 49.3, sans quoi les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. Marie-Pierre Védrenne, François Bayrou va faire le grand écart entre la droite et la gauche pour essayer d'insuffler une sorte de stabilité politique. Mais en 2027, on va remettre les compteurs à zéro. Est-ce que vous pensez qu'avec la tectonique des plaques qui bouge un peu, de toute façon, une coalition LR, Bloc central est inévitable pour remporter la mise en 2027 ? Non, moi je crois, non, en tout cas, moi, c'est pas ma logique de raisonnement. J'ai fait le choix justement de la famille politique dans laquelle je suis au centre, non pas pour une logique justement de retour d'un clivage gauche-droite, même si je pense qu'il y a des points... de coalition. Oui, de coalition, mais pas nécessairement à droite. Oui, pas nécessairement à droite. Peut-être au centre-gauche. Peut-être au centre-gauche. Moi, je vous le dis, au Parlement européen, je travaille parfois beaucoup plus avec mes collègues du centre-gauche et d'autres fois sur d'autres sujets avec mes collègues à droite, mais parce qu'on arrive à se mettre d'accord sur certaines politiques ensemble et à avancer. Donc c'est vrai qu'on a tous en tête la présidentielle, en tout cas grands responsables politiques ont la présidentielle en tête, mais moi je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a pas un ou des hommes providentiels, et d'ailleurs on parle toujours souvent des hommes providentiels. Il faut un président de la République fort, il faut un Premier ministre fort et il faut un régime parlementaire plus fort. Et c'est vrai qu'en France on a... Non mais non, mais à un moment, je voudrais il faut qu'on termine juste pour conclure l'émission. Je voudrais qu'on regarde le sondage Elab. C'était avant la nomination de François Bayrou. 41% des Français plaidaient pour la nomination d'un Premier ministre apolitique. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la parole politique est décrédibilisée, que le spectacle offert ces derniers jours décrédibilise le personnel politique ? Rapidement, en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, vous dire que, encore une fois, les sondages, je pense, ne donnent pas une indication fidèle de ce que pensent les Françaises et les Français, que l'apolitisme, au sens le gouvernement technique, on a quelque part essayé. Madame Borne, c'était une technicienne, elle n'avait jamais fait de politique dans un parti politique auparavant. Monsieur Castex, c'était pareil. Monsieur Macron, quelque sorte, c'est aussi le gouvernement technique, le gouvernement des meilleurs, des
mieux nés, des plus cultivés, de ceux qui ont fait les meilleures formations, les meilleurs parcours. Je ne crois pas que ce soit une réponse démocratique aux problèmes que nous vivons. Les derniers jours que l'on vient de vivre, là, c'est une mauvaise image envoyée aux citoyens. Malheureusement, oui, je pense. Quand vous discutez avec les citoyens, ils vous disent qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. Et finalement, ils ont pris eux-mêmes en considération le fait que notre Assemblée, justement, les retours des élections, qu'il ne fallait pas être sur des batailles telles qu'on nous les était. Et puis, il fallait vraiment créer des éléments de stabilité, travailler les uns avec les autres pour pouvoir apporter des réponses. Donc, je pense qu'on a un travail à faire aussi dans nos propres partis pour pouvoir avoir cette volonté d'avoir une colonne vertébrale. Chacun, on sait où on est, mais à des moments, avoir la volonté quand même de travailler ensemble. J'ai oublié de vous poser une question un peu plus personnelle. Vous êtes au MoDem, vous êtes une proche de François Bayrou. S'il vous appelle pour être ministre, évidemment, vous accepteriez. Évidemment que je ne sais pas s'il va m'appeler. Mais vous accepteriez? On ne refuse pas? Je ne sais pas si la question ne s'est pas posée. Bon, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission en replay sur notre site web. Restez avec nous, Dimanche en politique se poursuit. Je passe tout de suite le relais à Francis Letellier. Passez tous un très bon week-end et merci encore pour votre fidélité.